Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Garder le calme. Bonjour à toutes et à tous, ici Perrine, et vous écoutez Jeunesse confinée. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Clémentine. Elle a 27 ans, habite à Toulouse et travaille dans un petit théâtre associatif prénommé la Cave Poésie, dans le centre-ville de Toulouse. Elle a accepté de nous partager son expérience de confinement, que ce soit personnelle ou professionnelle. En effet, avec son équipe, ils ont tout fait pour continuer à faire vivre la structure malgré la fermeture de celle-ci durant le confinement. Ils ont donc réussi à mettre en place une web radio qui diffusait 24 heures sur 24 des archives du théâtre ainsi que des travaux envoyés spécialement pour cette activité. Nous avons ensuite ensemble réfléchi à l'avenir qui, d'après elle, attendait le monde culturel, et en particulier le théâtre, du coup, celui qu'elle connaît le mieux, et nous en avons tiré quelques petites conclusions. Ce fut un échange très intéressant et enrichissant, et différent des échanges avec les précédents invités. J'espère qu'il vous plaira. Si cet épisode et plus généralement le podcast vous plaisent, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des avis, en particulier sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcasts. Ces commentaires et ces avis nous aident beaucoup à être mieux référencés et ainsi à faire connaître le podcast. Et je vous laisse à présent écouter l'épisode. Bonne écoute! Salut Clémentine, et merci d'avoir accepté d'être l'invitée de ce nouvel épisode du podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Salut, donc je m'appelle Clémentine, j'ai 27 ans et je travaille je travaille dans le milieu du spectacle. Donc je travaille dans un théâtre et aussi je suis impliquée dans plusieurs assos, dans plusieurs compagnies. J'ai monté plusieurs associations, etc. Et je suis aussi étudiante à côté. J'ai fait des études en art plastique et là je vais finir mes études en art du spectacle. J'écris un mémoire sur la question de l'expérience du spectateur et de l'espace en fait. Donc je m'intéresse beaucoup aux formes de théâtre et d'art en général qui questionnent l'espace. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail quel est ton rôle du coup dans le théâtre dans lequel tu travailles, ainsi que dans les associations ? Alors le théâtre dans lequel je travaille, je m'occupe de la communication. Je suis chargée de communication, donc je m'occupe de tout ce qui est communication imprimée, que ce soit les affiches, le programme de la saison, les flyers, etc. Et aussi je m'occupe de la communication web, donc des réseaux sociaux, du site web. Je m'occupe des relations avec la presse, donc toute la communication, en fait tous les aspects de la communication. Je m'occupe aussi des services civiques. On reçoit 2 services civiques par an dans la structure, et c'est moi la tutrice des volontaires. Et en fait, comme c'est une petite structure, on est 5 salariés, c'est un petit théâtre associatif. Je participe, comme chaque membre de l'équipe, à la création d'événements, à la coordination d'événements et à plein de tâches comme ça qui sont, disons, transversales entre les gens. L'accueil du public le soir, je tiens le bar l'histoire de spectacle, je m'occupe un peu comme tout le monde, de la vie du lieu en général. Et en fait, dans les autres associations, en fait, à la base, moi, j'ai une formation de comédienne. J'ai pas du tout une formation en communication et j'ai commencé à rentrer dans le milieu associatif avec des copains à la fac en montant des assos de théâtre parce qu'on voulait faire de la création, quoi. On voulait jouer, on était un peu frustrés par la formation universitaire qui est très théorique, qui est très bien, hein. Moi ça m'a apporté énormément de choses, mais c'est vrai qu'on voulait jouer, vraiment faire, en fait on voulait créer, et on n'avait pas forcément cet espace-là dans les cours, donc on a commencé à créer, avec des copains on a créé une première compagnie avec qui on a fait une création, ensuite avec des copains on a monté une deuxième compagnie, donc il y a quelques années maintenant, qui tourne toujours aujourd'hui, avec qui on fait toujours des choses, et puis de fil en aiguille, après je suis de Lyon, j'ai déménagé à Toulouse, et à Toulouse pareil j'ai rencontré des gens avec qui on a eu envie de faire, donc on a créé une autre compagnie encore. Et donc à la base je suis plutôt comédienne dans les compagnies, à la base c'était vraiment comme ça que je m'impliquais, et en fait j'ai déménagé à Toulouse, qui a fait que dans les compagnies que j'avais à Lyon j'ai plus pu m'impliquer autant que ça, pas être présente, je pouvais pas être présente pour les répétitions par exemple tout le temps, etc. Donc j'ai commencé plus à m'impliquer dans le côté administratif. Donc justement aider à la communication, aider à monter les budgets, etc. Et vraiment un peu participer à tout le côté qu'on voit pas en fait du théâtre. Donc on peut dire que tu connais vraiment bien le milieu du théâtre grâce à toutes ces différentes tâches que tu as pu expérimenter au fil des années et de tes différentes expériences. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans quelles circonstances tu as vécu le confinement, toi, et aussi dans quelles circonstances le théâtre dans lequel tu travailles a vécu le confinement ? Alors pendant le confinement, moi j'étais toute seule chez moi, donc au début c'est un peu bizarre évidemment, surtout que j'ai l'habitude
j'ai l'habitude de sortir, j'ai l'habitude de faire plein de choses. Je me suis retrouvée seule et ça a été, très personnellement, un moment où en fait je me suis enfin retrouvée seule. Je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que il y a plein de moments dans ma vie où j'essaye de combler un peu mon temps en faisant plein de trucs. Et en fait, le fait d'avoir ce temps imposé, ça a été à la fois vachement douloureux, vachement difficile, parce que j'avais l'impression d'être très restreinte, et en même temps un temps, que j'aurais pas pris moi-même. Voilà. Et c'était très bizarre parce que on est moi j'ai eu l'impression d'être coupée du monde et en même temps d'être projetée comme ça dans une espèce d'actualité morbide et triste et terrible en fait. Et donc j'avais l'impression d'en faire partie et en même temps complètement pas. C'est-à-dire que j'en faisais pas partie et en plus je participais pas du tout à tout ça et à toutes les choses qui ont été mises en place, tous les gens qui se sont engagés. Moi, j'en ai pas fait partie, par exemple. Et j'avais l'impression à la fois d'être au cœur de ce qui se passait, puisque de fait, comme tout le monde, j'ai été touchée par ça en étant confinée, et en même temps, ce côté assez frustrant de se dire que je pouvais rien faire, quoi. Et en fait, mon théâtre, donc là où je bosse, c'est une toute petite salle en fait de moins de 100 personnes, donc on n'a pas fermé tout de suite. Il y a beaucoup de théâtres qui ont fermé. Nous, on a été un des derniers théâtres à fermer. En fait, on a fermé en même temps que les bars. C'est-à-dire que quand je crois que les salles de ciné, toutes les salles de plus de 100 places avaient déjà fermé. Il y a eu encore, je crois, quelques jours, une petite semaine, où nous, on a pu avoir le droit d'être ouvert. Alors, c'était déjà un peu bizarre parce que les gens ne venaient pas. Clairement, on n'avait plus de public, on avait très très peu de public. Et les gens, ils nous le disaient, ils venaient pas à cause du Covid. Ce que je comprends tout à fait. Mais c'était déjà une pré-ambiance, un pré-confinement pour nous, une pré-fermeture, disons. Et on a eu donc le même soir que les bars l'indication, l'information qu'on allait devoir fermer. Le lendemain, on avait un spectacle de prévu. Donc le lendemain, c'était un dimanche, on avait un spectacle exceptionnel de prévu, donc on l'a annulé tout de suite. Et en fait, on n'a pas trop eu le choix. Voilà, on a dit on ferme et en même temps on ferme. On sait pas pour combien de temps, on sait pas dans quelles conditions, on sait pas si on va toucher des aides. On savait pas du tout comment ça allait se passer pour nous en tant que structure culturelle qui accueille du public. Et donc pour moi ça a été un peu bizarre parce que du jour au lendemain je me suis retrouvée toute seule chez moi sans mon travail et en même temps moi à mon poste j'ai pas mal de choses à faire parce qu'en fait comme je suis du côté communication, je suis pas vraiment dans la même temporalité que les spectacles, c'est-à-dire que le spectacle il va jouer le soir même. Moi je vais avoir travaillé beaucoup en amont en fait pour l'annoncer, pour le diffuser. Et par exemple, pour donner un exemple, là, on est en été, on est en juillet, et je travaille déjà sur l'année à venir jusqu'à juin 2021. Donc c'est une temporalité qui est différente. Donc en même temps, j'avais des choses à faire parce que il faut bien annoncer les spectacles qui vont arriver dans les mois à venir, dans l'année prochaine. Et en même temps, on sait pas s'il va y avoir des spectacles. Donc est-ce qu'il faut que je travaille ou pas? En même temps, on sait pas encore si on va toucher le chômage partiel. On sait pas pour combien de temps on est fermé. Enfin, on était vraiment dans une espèce de boule d'incertitude. Donc très vite, on a commencé à se faire des zooms avec les collègues, pour voir un peu déjà comment ça se passait pour tout le monde, et puis pour discuter de tout ça. Et on a fait aussi, on a pu avoir au téléphone ou faire des visios avec d'autres personnes, d'autres structures qui ont à peu près la même taille que nous ou pas, mais en tout cas qui rencontraient à ce moment-là les mêmes problématiques que nous par rapport à ces incertitudes-là. Ce qui est ressorti, c'était quand même une espèce de pétrification. C'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés à plus pouvoir rien faire, en fait, de notre activité, et en même temps à vouloir faire, et surtout être dans un moment où il faut faire. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même la sensation que quand il se passe des choses, quand le monde, comme ça, s'effondre, quand les choses, en tout cas, qui tenaient debout, s'effondrent, c'est le moment où il faut faire de l'art, il faut parler, il faut donner un autre regard, en fait, sur les choses. Ça permet pas forcément de trouver des solutions. En tout cas, je trouve que ça fait respirer. Donc, très vite, on s'est dit que, on s'est demandé comment mettre quelque chose en place qui était dans nos moyens, qui mettait pas les gens en danger, parce qu'évidemment, accueillir du public, au-delà du fait que c'était interdit à ce moment-là, c'était inimaginable parce qu'on voulait pas mettre en danger les gens qu'on accueille, se mettre en danger nous évidemment, mais mettre en danger les gens qu'on accueille, c'est impensable. Mais on avait quand même envie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce besoin en fait dans le milieu de la culture et dans l'art de créer quelque chose. Du coup voilà, on a eu cette espèce de paralysie passagère qui nous a vraiment donné envie encore plus en fait de créer quelque chose. Et on avait cette technologie, nous, dans la structure, dans notre théâtre, la technologie radio, c'est-à-dire que chaque année, on a un événement radio, on organise un événement radiophonique. Donc on a cette technologie-là pour diffuser une web radio. Et on s'est dit, mais en fait, c'est le moment parfait pour reprendre cette technologie-là et la pérenniser un peu, en tout cas, sur le temps du confinement. Et donc dès le deuxième jour, en fait, on a été confinés le dimanche. Le dimanche, les bars et tout ont fermé, on a fermé. Et je crois que le mardi matin, le mardi midi, on a été confinés. Et dès le mardi soir, on a pu mettre la web radio en ligne.
Et ensuite, on a commencé à alimenter cette radio, donc déjà avec des archives qu'on avait nous, des archives audio qu'on avait de spectacles ou de lectures qu'on avait accueillis déjà dans le théâtre, parce qu'en fait c'est un théâtre qui a 50 ans, donc il y a 50 ans d'archives, énormément de choses. Donc on a commencé à diffuser ça. On a aussi passé un appel à participation en proposant en fait aux gens, s'ils voulaient simplement de nous envoyer des enregistrements, même des enregistrements faits avec un téléphone portable en fait. Nous, il nous importait peu de proposer une qualité audio, puisque finalement on a la technologie radio, mais on n'est pas nous, c'est pas notre métier de faire de la radio. Donc on a aussi cette faiblesse-là. Et on s'est dit, autant le faire à fond et en faire un truc, un peu participatif, autant qu'on peut, et que les gens nous envoient leurs trucs, quoi. Et c'était super chouette. On a créé une adresse mail, les gens nous ont envoyé plein de choses et c'était trop bien. Et donc on a diffusé 24 heures sur 24 tout le temps du confinement, jusqu'au déconfinement en fait, jusqu'au moment où on a pu rouvrir le théâtre. On a diffusé 24 heures sur 24. On a même réussi à organiser des petits événements participatifs radiophoniques. On a fait un loto par exemple à distance, où les gens ils nous appelaient au téléphone quand ils avaient des kins, des doubles kins ou des cartons. On leur faisait gagner des lots. On a fait un bal à distance aussi avec plein de musiciens qui s'étaient rejoints sur une plateforme de visioconférence, qui jouaient tous en même temps, etc. Les gens pouvaient nous appeler pour demander des chansons. On a fait des jeux, fallait deviner des définitions, etc. Des sortes de jeux concerts. On a fait plein d'événements différents. On a fait d'ailleurs des scènes ouvertes radiophoniques aussi, parce qu'on a l'habitude chaque mois de faire une soirée scène ouverte et en fait on n'a pas eu envie d'arrêter. On s'est dit autant le faire sur la radio quoi. Et on a fait ça, c'était top. Les gens pouvaient nous envoyer des trucs. C'était trop chouette. Super, c'est vraiment super génial comme idée. Je trouve que c'est assez fou en plus que vous ayez réussi à faire ça à 24 heures sur 24. Mais du coup, comment ça s'est présenté de manière pratique? Parce que du coup, tu dis que vous aviez la possibilité de faire de la radio dans la structure, mais là, vous étiez chez vous. Donc, vous avez ramené le matériel du théâtre chez vous. Comment vous faisiez pour enregistrer et comme tu dis, vous n'êtes pas des professionnels de la radio, donc j'imagine que peut-être c'était pas si facile que ça et si évident pour tout le monde. Et pour diffuser 24 heures sur 24 aussi, ça a l'air d'être un travail assez énorme. Donc, certes, pendant le confinement, on a tout le temps qu'il nous faut, mais n'empêche que c'est quand même un projet assez gros, quoi. Donc, comment ça s'est passé pour mettre tout ça en place? Ouais, alors honnêtement, c'était du bricolage, hein. Surtout au début où vraiment on tâtonnait, il y avait plein de trucs on comprenait rien, et on essayait de bidouiller un peu le truc. Après, on a, je pense, gagné en compétences au niveau radio au fur et à mesure du confinement, clairement, hein. Mais au début, en fait, effectivement, on a ramené le matériel. En fait, c'est un de mes collègues qui a ramené le matériel chez lui. En fait, quand on a su qu'on allait être confiné à midi le mardi, moi, je suis allée au bureau récupérer plein d'affaires pour que je puisse avoir mes documents, même des trucs à la con, mais mon agenda, mes petits carnets de notes, etc. J'ai récupéré les trucs pour ramener chez moi. Et en fait, lui, il a tout de suite tilté. Il s'est dit, mais il faut que je prenne ce matériel, on sait jamais. Je pense qu'au début, il avait pas forcément l'idée très précise. On va faire de la radio. Mais je pense qu'il s'est dit, ça peut être bien d'avoir ce matériel-là, en fait, à la maison. Et donc, il a ramené le matériel chez lui le mardi matin. Il a appelé un de ses copains qui, en fait, donc un mec qui bosse dans la radio, c'est son métier, et qui nous aide chaque année, justement, sur l'événement radiophonique, à mettre en place le flux pour qu'il soit diffusable, en fait, sur le web. Et donc, il l'a appelé, et très, très vite, ils ont mis ça en place, en fait, très rapidement. Après, on a eu... il nous a aidé un petit peu, lui aussi, pendant le confinement. On l'a eu beaucoup au téléphone quand il y avait des bugs. Honnêtement, il y a plein de moments où ça marchait pas, hein. C'était pas du tout un truc clean. Mais c'est ça aussi qui était chouette, en fait. C'est que c'était vraiment du bricolage et un truc sorti d'une part, genre, bon, allez, on le fait. Et en fait, après, c'est lui qui avait le matériel chez lui, qui avait le flux, en fait. L'ordinateur était donc connecté en permanence pour lancer le flux sur les ondes, sur Internet, en fait. Alors ça, je m'en suis pas occupée, donc je sais pas exactement, mais de ce que j'ai compris, il avait une sorte de playlist, un logiciel spécial. Et donc, il construisait sa playlist en avance, en fait, heure par heure, je crois, pour savoir, en fait, à quelle heure va être diffusé quelque chose exactement. Et on faisait tout à l'avance, en fait. On récoltait donc les gens qui nous envoyaient, par exemple, des audios. On les récoltait, donc on les écoutait, nous, pour savoir. De toute manière, on passait tout. On n'avait pas de regard particulier sur la qualité des choses qu'on diffusait. C'était pas du tout le but. Le but, c'était de créer un espace d'expression. Donc nous, on n'avait absolument aucun jugement sur la qualité de ce qu'on recevait. Par contre, on écoutait quand même pour savoir si tout était diffusable. Bon, on n'a pas eu de soucis en particulier, mais on aurait pu recevoir des choses non diffusables pour plein de raisons. Et ça n'a pas été le cas, donc bon. Et puis on écoutait pour savoir ce qu'on diffusait, hein, tout simplement. Et en fait, on créait notre playlist comme ça. Et après, quand on voulait diffuser en direct, il suffisait de coupler la playlist. Enfin, il suffisait. Je dis ça comme si c'était simple, mais on coupait la playlist et on pouvait faire une diffusion en direct, brancher un téléphone aussi.
Et en fait, moi, la plupart du temps, quand j'intervenais à la radio, en fait, j'étais soit au téléphone, soit en visio avec mon collègue qui avait justement l'ordi chez lui et qui diffusait, qui faisait la diffusion, en fait. Voilà. C'est vrai que ça paraît simple quand je l'explique, mais parce que moi-même, j'ai pas toutes les clés, je pense, pour comprendre exactement la technique, toute la technologie qu'il y a derrière, mais on avait la chance, en fait, d'avoir aussi cet ami qui pouvait nous guider, nous expliquer, quand il y avait un bug, nous expliquer pourquoi, et même débugger le truc à distance. Et puis on avait la chance de l'avoir déjà utilisé, c'est-à-dire que c'était pas non plus complètement étranger, ce système de playlist, ce système de diffusion en direct, on avait déjà l'habitude de l'utiliser lors de cet événement qu'on accueille chaque année. Et donc, du coup, au niveau du contenu, tu as parlé de captation sonore de pièces qui étaient passées dans votre théâtre. Tu as parlé d'événements qui avaient été mis en place, comme le loto, le bal aussi, toutes ces choses. Et après, tu parles d'audio que les personnes vous ont envoyé. Mais du coup, c'était quelle sorte de contenu qu'il y avait dans ces audios? Est-ce que c'était les gens qui racontaient leur confinement, ou est-ce que c'était plus des choses artistiques comme, je sais pas, des textes qu'ils auraient écrits, des poèmes, des choses comme ça? Enfin, je sais pas, j'imagine plein de choses, mais du coup, je me demande un petit peu quelle forme ça prenait. Ouais, il y avait plein de trucs différents. Il y avait effectivement, il y avait des gens qui racontaient leur confinement. Il y avait aussi des gens qui nous envoyaient des lectures de poèmes. Beaucoup de gens qui nous envoyaient de la musique, des morceaux, des compositions, par exemple, quand ils s'étaient enregistrés. Ouais, il y a eu plein de choses différentes, mais tout ça, plein de trucs artistiques, des choses qui se voulaient moins artistiques, qui se voulaient peut-être plus de l'ordre du carnet de bord ou des choses comme ça. Et en fait, on essayait d'adapter suivant les moments de la journée pour la diffusion. Il y avait des choses, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui se prêtaient plus à la soirée, l'ambiance de la nuit, par exemple, qu'on diffusait dans la nuit. On a notamment fait une émission érotique à minuit. On avait de la philosophie plus dans la journée, par exemple. On a eu des critiques de cinéma. Et effectivement, ouais, je t'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'on a créé une émission érotique qui s'appelle Touba Touba classé X, donc qui avait lieu, qu'on diffusait la nuit, et qui était en fait, comment expliquer, c'était donc des lectures de textes, c'était une sorte de guide de la masturbation, c'est-à-dire que c'était pas de la pornographie au sens où c'était pas narratif, c'était pas des choses qu'on racontait ou que on faisait appel à des comédiens, des comédiennes en fait pour lire ces textes-là. Ils racontaient pas, disons, des scènes érotiques ou pornographiques, mais en fait, il parlait directement à l'auditrice, à l'auditeur, en essayant de guider sa masturbation. C'était une sorte de la masturbation guidée. Mais chose qu'on voit beaucoup d'ailleurs aujourd'hui sur Internet, l'audio-pornographie. Nous, on l'a pas qualifié forcément de pornographie, on l'a plus qualifié d'érotisme, mais c'était un petit peu du même ordre. On a aussi proposé, alors dans un tout autre registre évidemment, des émissions pour enfants la journée. On a essayé de s'adapter au moment de la journée. On a eu une grande réflexion en fait sur la grille de programme en se disant voilà, là on veut mettre une émission pour enfants, à quelle heure c'est le plus propice en fait, à quelle heure c'est le plus utile. Donc on s'est dit entre 15 et 16 heures, voilà, au milieu de l'après-midi quand les enfants, voilà, ils ont fini peut-être une activité qu'ils avaient fait dans la journée. Enfin, on a eu toute une réflexion sur la grille de programme qui était très chouette aussi. C'est un truc que nous dans notre métier, on s'était jamais questionné là-dessus, c'est-à-dire que on a des spectacles pour enfants, ça peut arriver, c'est la journée, c'est à 15-16 heures, et en fait après les spectacles c'est le soir. Mais il n'y a pas cette différence-là d'horaire dans la journée, et nous on s'est dit mais qu'est-ce qu'on diffuse le matin au réveil? Qui est la personne qui va allumer la radio au réveil, et qu'est-ce qu'il a envie d'entendre cette personne-là en fait? Et pareil, le midi ou le soir, à l'heure de faire le repas par exemple, qu'est-ce qu'on diffuse? Qu'est-ce que la personne qui est en train de couper ses courgettes pour faire sa poêlée de courgettes, elle a envie d'entendre à ce moment-là, ou pas envie d'entendre justement? À quel moment c'est le mieux de mettre de la fiction par exemple? À quel moment c'est le mieux de mettre de la critique littéraire ou de la critique cinématographique? À quel moment on met de la philo? Quand est-ce que les gens ont envie de réfléchir? Quand est-ce qu'ils ont moins envie de réfléchir? Il y avait tout ce travail-là en fait autour de l'auditrice, de l'auditeur que j'ai trouvé très très intéressant. Donc ça s'éloigne un peu de ta question au final, mais c'est vrai que les gens quand ils nous envoyaient des choses, nous en fait on faisait au-delà de juste écouter pour savoir ce qu'on diffuse, comme je disais tout à l'heure. En fait c'est vrai qu'on faisait le tampon en disant voilà cette chose-là, on va la diffuser à tel moment et on va la diffuser à côté de tel programme ou entre tel et tel programme. Pour telle raison. En fait, nous, notre rôle, c'était vraiment de donner une cohérence de programmation dans les propositions qu'on recevait et dans nous, les propositions qu'on faisait aussi, parce qu'il y avait évidemment des gens qui nous envoyaient des choses, mais nous, on avait aussi des tonnes et des tonnes d'archives à diffuser. Et du coup, on essayait, de donner une cohérence à tout ça pour que, en fait, que cette radio, elle existe. Au-delà du fait de simplement exister, qu'elle existe philosophiquement, en fait, esthétiquement, qu'elle soit elle-même une sorte d'œuvre et une création.
Ouais, donc le contenu était quand même super varié et c'est super cool d'ailleurs. Et pour en revenir à ce que tu disais sur l'émission de guide de masturbation, sur l'émission érotique dont tu parlais, c'est vrai que ça me fait penser, j'imagine que tu connais sûrement les podcasts Vox et Cox qui sont du coup exactement dans la même optique. Je trouve ça super intéressant comme concept, super cool. Et du coup, c'est super chouette que vous ayez réussi à mettre ça en place. Et ouais, du coup, je me demandais, pour les émissions que vous mettiez en place, vous faisiez donc souvent appel à des acteurs de votre théâtre ou que vous connaissiez? Ouais, d'ailleurs, parenthèse, Vox et Cox, je sais pas si t'as vu, mais pendant le confinement, ils ont même lancé Box, parce qu'en fait, ils pouvaient plus du coup faire les enregistrements avec les comédiennes professionnels. Et du coup, ils ont lancé cette plateforme participative, en fait, où les gens peuvent envoyer eux-mêmes leurs audios sur le même principe que Vox et Cox, et qui était très chouette. Et oui, du coup, les artistes auxquels on a fait appel, en fait, c'est des artistes avec qui on a l'habitude de travailler et c'est des artistes qui eux-mêmes se sont retrouvés dans une impasse au moment du confinement, c'est-à-dire que nous on n'était plus ouverts et nous on est en quelque sorte leurs employeurs, c'est-à-dire qu'on va les accueillir pour des spectacles, on va les employer pour des spectacles en fait. Et à partir du moment où il y a plus de structure culturelle, pour eux ça devient très très compliqué de jouer s'il y a plus de public, comment ils font. Donc il y a plein de choses qui ont été inventées du côté des artistes, notamment des choses en ligne, des spectacles diffusés via visioconférence, etc. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai eu la sensation qu'on était tous un peu dans le même bateau et qu'on s'est dit, allez, on va se filer la main. Et ils sont venus nous aider aussi à diffuser des trucs chouettes. Et c'était un peu une sorte de collaboration artistique, en fait, sur plein de trucs. Et on essaye aujourd'hui de leur rendre l'appareil, mais c'est vrai que c'est compliqué. Sachant que nous, en plus, la web radio, elle est gratuite. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas touché d'argent en diffusant cette radio. On n'a pas touché, et les artistes qu'on a sollicités ou qui sont venus vers nous eux-mêmes pour partager cette expérience-là et pour participer à ce projet, nous, on n'avait aucun moyen de les rémunérer. C'est-à-dire que, c'était pas possible. Donc, on a mis aussi en place une plateforme de participation, comme on dit, participation financière, où les gens pouvaient donner ce qu'ils voulaient à qui ils voulaient. Mais c'est vrai que pour employer vraiment un comédien sur un projet ou une comédienne sur un projet, on touchait pas assez d'argent. Donc, c'était vraiment une sorte de collaboration artistique, mais bénévole, en fait, dans ce temps un peu particulier. Je veux dire, nous, en tant qu'équipe technique, administrative, on était bénévoles. Les artistes, finalement, eux aussi, qu'ils ont fait ça, en fait, pour les mêmes raisons que nous. C'est-à-dire que je pense que la plupart des créatifs, des créateurs, ont eu, au moment du confinement, un besoin vraiment frénétique de faire quelque chose, de créer, encore une fois, parce que je trouve que c'est une manière, en fait, d'appartenir au monde, c'est une manière et de lire le monde. Et pour plein de personnes, si on enlève l'art, en fait, on comprend plus rien de ce qui se passe. C'est une manière de voir le monde, en fait, d'utiliser l'art, c'est une manière de comprendre le monde. Et pour plein de gens, c'est comme ça qu'ils appartiennent au monde. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... Et donc, il y a plein d'artistes qui sont venus vers nous et on a senti qu'il y avait ce truc-là aussi voilà, nous, c'était pas notre job de faire de la radio. Les artistes, c'est pas forcément leur job de faire de la radio non plus. Et en même temps, on s'est dit, pourquoi pas tenter le truc et on voit ce que ça donne, quoi. Sans pour autant, dire qu'on change de job et que d'un coup, on fait de la radio, quoi. Mais ouais, il y a plein d'artistes qui ont participé, qui sont en fait des artistes qui nous suivent depuis un moment, qui participent à nos projets, qui connaissent bien cet endroit, qui connaissent bien l'équipe et qui partagent les mêmes envies. J'ai pas envie de dire les mêmes valeurs parce que pour moi, c'est un mot qui veut un peu rien dire et où on peut mettre plein de choses et ce serait très compliqué pour moi de le définir maintenant. Mais les mêmes envies en tout cas, qui veulent dégager les mêmes choses, qui veulent appartenir au monde de la même manière finalement un peu. Et on a eu aussi évidemment des artistes qui pour le coup nous suivaient pas depuis longtemps, qu'on connaissait absolument pas et avec qui ça a été une première expérience d'échange et avec qui c'était très chouette. Il y a plein de personnes avec qui on a commencé une collaboration comme ça en fait. C'est super intéressant ce que tu racontes, mais c'est vrai que c'est assez logique pour des personnes qui ont l'habitude de créer et de se produire assez régulièrement, de vouloir occuper ce temps qui est un peu mort du coup, parce que comme tu dis, ils se retrouvent enfermés chez eux, ce dont ils n'ont pas l'habitude de faire. Et du coup, tu parles un peu du problème financier derrière tout ça. Justement, il me semble que tu as dit au début que vous étiez en chômage partiel, ou en tout cas que vous l'avez peut-être été à une partie du confinement. Et au niveau de la structure, des subventions, des choses comme ça, est-ce qu'il y a eu des aides ou des choses qui ont été mises en place spéciales dans le domaine de la culture? Je sais pas, du coup, si ça existe vraiment, ce genre de choses, de manière, dans l'urgence, si ça se met rapidement en place, mais, et pour les acteurs, justement, aussi, est-ce que tu sais un petit peu comment ça s'est passé?
Alors ouais, nous on a touché effectivement le chômage partiel à peu près tout le temps où on a été fermé, étant donné qu'en fait on n'avait plus aucune activité et que en fait nous par exemple, je dis ça mais c'est pas du tout pareil dans toutes les structures, mais nous notre rentrée d'argent principale c'est les subventions publiques, mais aussi la billetterie et le bar. On a un bar en fait dans la salle de spectacle et ben déjà on a plus de billetterie et plus de bar, ce qui enlève en fait énormément d'argent dans l'entrée d'argent qu'on a d'habitude. On a aussi moins de sorties d'argent, c'est-à-dire qu'on ne va plus payer d'artistes, on va plus faire de cachets, puisqu'on ne diffuse plus de spectacles. Par contre, on a quand même les membres de l'équipe à payer. Donc voilà, il y a eu une sorte de chamboulement dans tout le budget, il a fallu tout recalculer. On a la chance dans la structure où je suis d'avoir une personne qui s'occupe de l'administration et qui décèle et comprend très bien les enjeux qu'il y a derrière les subventions, qu'il y a derrière les budgets, qu'il y a derrière tous ces petits euros de la billetterie, du bar, etc. On a eu droit au chômage partiel, ce qui nous a sauvé les miches quand même. Il y a beaucoup de structures qui n'ont pas eu le droit pour plein de raisons, parce que tout dépend du structure du statut de la structure. Dont une association, donc les associations elles ont été soutenues. On a eu des subventions, on a touché des aides après quand on a rouvert aussi pour combler un petit peu le trou qui avait été créé par cette période-là. Mais il y a plein de structures évidemment où il n'y a pas eu ces aides-là. Et je pense notamment aux intermittents. Tu parlais des artistes, des acteurs. C'est vrai que pour eux c'est différent par exemple. Les intermittents, eux, ont pas touché le chômage partiel. Il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place pour eux, mais c'est vrai que c'est encore différent. Et dans les intermittents, il y a non seulement les artistes, mais il y a aussi beaucoup de techniciens et autres. Donc ça touche déjà pas mal de gens. Après, il y a des artistes qui sont pas intermittents, par exemple. Et eux, c'est pareil. La question, elle se pose comment on les dédommage, ces personnes-là qui non plus n'ont pas travaillé pendant ce temps de confinement. Donc nous, on n'a pas été les plus mal lotis. Après, c'est vrai que ça n'a pas été une période simple, et notamment parce que ça a tout chamboulé, évidemment, qu'il a fallu, tout recalculer, etc. Et c'est pas un travail qui est facile parce que on peut pas se projeter, on n'a pas pu se projeter. Et ça, je pense, ça a été la grande difficulté, qu'elle soit financière ou non, c'est-à-dire que pendant tout le confinement, on ne savait pas jusqu'à quand ça allait durer. Enfin, évidemment, comme tout le monde, personne savait jusqu'à quand ça allait durer, mais je pense qu'il y a un moment, moi, très personnellement, j'aurais préféré qu'on nous dise vous êtes fermés jusqu'à telle date et que ce soit une date très tard, plutôt que de nous dire en fait on sait pas jusqu'à quand vous serez fermés, parce que comme je le disais tout à l'heure par rapport à la temporalité, les postes dans une structure ou dans une compagnie, il y a pas que des comédiens qui font du théâtre, il y a toutes les personnes autour et c'est pas des gens qui ont la même temporalité que le spectacle. Et le spectacle, il a beau avoir lieu dans 1 an, nous on est déjà en train de travailler dessus. Et la difficulté en fait, c'était de savoir est-ce que là le travail que je suis en train de faire maintenant sert à quelque chose. Mais même aujourd'hui, je travaille sur des spectacles qui vont avoir lieu dans plusieurs mois et je me dis mais en fait s'il y a un confinement, tout ce que je suis en train de faire maintenant, c'est du temps perdu et c'est terrible de se dire des choses comme ça. Et en même temps, s'il faut qu'on soit reconfiné, ça me pose pas du tout de problème, je le comprends tout à fait. Parce que si c'est quelque chose de nécessaire, qu'on considère comme nécessaire, et du coup, faut le faire. Ce qui, moi, m'a posé problème, en fait, dans le premier confinement, c'est que mon job, c'est de me projeter. C'est-à-dire que moi, je travaille en amont des événements qui se passent. Et là, quand ton travail, c'est de te projeter et que tu peux pas te projeter, c'est là que ça pose problème, en fait. Et par exemple, pile poil pendant ces mois-là, là, mars-avril, d'habitude, c'est le moment où je commence à travailler sur le programme de la saison d'après. Et là, comme on savait pas du tout, quelle forme elle allait avoir cette saison d'après, je pouvais pas commencer à travailler dessus. Parce que c'était pas possible. En fait, je savais que si je commençais à travailler dessus, j'allais revenir dessus plus tard. Puisque je n'avais aucune idée, vraiment, de quelle forme ça allait avoir, quels allaient être les enjeux, quelles allaient être les possibilités ou les impossibilités de cette saison-là. Mais voilà, il était sûr à 98%, en gros, que j'allais devoir faire marche arrière une fois le travail fait, pour plein de raisons, mais parce que la saison, elle allait pas être finalement organisée comme c'était prévu, parce que les artistes finalement allaient pas pouvoir venir, parce que les conditions d'accueil allaient changer, parce que en fait il y a plein de spectacles qu'on allait faire dans des conditions différentes. Enfin, voilà. Et en fait, ça a été très violent le moment où on a repris le travail pour moi. En fait, ça a été comme ça pour tous les postes, je crois. Enfin, j'ai eu cette impression, en tout cas avec mes collègues, où on a tous pris de plein fouet la reprise. C'est-à-dire qu'on avait quand même envie d'ouvrir, parce que notre activité, elle était arrêtée. Enfin, nous, on attendait qu'une chose, c'était de pouvoir ouvrir, que les conditions soient rassemblées pour qu'on puisse ouvrir de manière saine, de manière safe, et qu'on ait le droit d'ouvrir au public. Et en fait, on s'est retrouvés à mettre aux normes l'accueil sanitaire en fait des spectateurs en quelques jours, parce qu'on a été donc je crois un des premiers théâtres à rouvrir.
enfin on a ouvert très tôt, en fait on a ouvert le 5 juin. Et donc on a remis tout aux normes en quelques jours, donc ça demandait déjà un travail de titan. Puis il a fallu recréer une programmation, c'est-à-dire que nous on avait annulé jusqu'à la fin de la saison les spectacles, comme toutes les structures je crois. Et donc il a fallu réinventer des choses, retrouver des artistes. On a eu beaucoup de chance parce que en fait c'est des artistes qui nous ont contactés en nous disant on a le droit de rouvrir les théâtres, est-ce que vous voulez nous accueillir quoi? Et nous on a dit ouais grave. Et donc sur ça on a eu de la chance, mais ça a quand même demandé beaucoup de travail sur le moment parce que du coup il a fallu faire toute l'administration d'un coup, toute la communication d'un coup en quelques jours et rattraper le retard des 2 mois, 3 mois qu'on avait pris quoi. Donc effectivement, il y a eu ça répond pas du tout à ta question sur les financements, mais mais il y a eu ce truc un peu violent où en fait moi j'ai eu l'impression qu'on était un peu abandonnés quoi. Et évidemment la culture c'était pas le plus important à ce moment-là. Ça, je suis bien d'accord. Mais il faut pas oublier quand même que la culture, c'est des gens qui travaillent et enfin, c'est notre travail. C'est-à-dire que l'argent que je me fais en travaillant dans la culture, c'est l'argent qui me permet de manger. Et c'est mon travail. Et je dis pas que mon travail, à ce moment-là, c'était nécessaire, c'était le plus important. Mais les gens qui travaillent dans ce milieu-là, il faut quand même qu'ils soient protégés. Il faut quand même qu'ils soient soutenus. Et il faut quand même qu'ils puissent manger dans ces moments-là. Alors moi, j'étais pas à plaindre, mais il y a beaucoup de gens qui étaient à plaindre dans ce moment-là. Donc c'était pas facile, je pense, pour tout le monde, cette période, ouais. Parce que ça nous a retranché dans nos limites, je crois, financières, mais pas que. Justement, tu fais très bien la transition avec la prochaine question que je voulais te poser. C'est-à-dire que je voulais te demander comment s'était passé le déconfinement, que ce soit pour toi personnellement du coup et pour la structure dans laquelle tu travailles. Et justement, quelles ont été les choses que vous avez dû adapter au niveau des spectacles, au niveau de l'accueil du public. Quelles ont été les mesures que vous avez dû prendre et celles qu'on vous a imposées aussi, parce que j'imagine qu'il doit y en avoir. Donc comment est-ce que ça s'est passé un petit peu, toute cette organisation, et comment tu l'as vécu? Le déconfinement a été très ambivalent. C'est-à-dire que ça a été à la fois, comme je le disais, très violent. Je suis passée vraiment d'un moment où je fais de la radio avec des copains parce que ça me plaît, parce que c'est drôle et en même temps j'ai cette petite inquiétude sur mon travail, mais pour l'instant je sais pas quand ça va reprendre. Et le moment où du jour au lendemain coucou, c'est nous, faut travailler et il y a 4 fois plus de taf qu'avant et c'est des trucs qu'on sait pas faire aussi parce qu'il y a plein de trucs notamment pour mettre aux normes l'accueil du public. Nous c'est pas notre job en fait. Malheureusement on sait accueillir du public mais pas en période de crise sanitaire, c'est ça le truc. Donc on a reçu des recommandations, des obligations, des choses à mettre en place en fait de la part du gouvernement, notamment évidemment le port du masque, le fait que les gens soient installés un siège sur 2, toutes les mesures qu'on retrouve dans beaucoup de lieux qui accueillent du public. Donc ça, il a fallu qu'on les mette en place un peu tout seul. Alors on a quand même pu demander à la médecine du travail, etc. Comment mettre en place ces choses-là, parce que et puis est-ce qu'on les fait bien, parce qu'au final nous on reçoit les choses à mettre en place, mais on sait pas trop si on le fait bien. Donc il y a eu ce truc super violent au début de surcharge. Je sais pas si c'est vraiment de la surcharge, mais en tout cas de beaucoup de travail d'un coup, très violent. Et en même temps, tout ce truc aussi de ça fait 2 mois et demi que t'es chez toi et d'un coup tu sors et t'as pas de transition en fait. C'est pour ça que je dis que c'était violent. En fait, c'était brutal. Et en même temps, il y a eu ce truc de l'autre côté où nous, mais on attendait qu'une chose, c'était de recevoir du public et de revoir du monde et de pouvoir retourner au spectacle. Et c'est une chose que les gens nous ont rendue, c'est-à-dire que nous, dès qu'on a rouvert nos portes, il y avait une liste d'attente et les gens étaient au rendez-vous et c'était trop bien. Franchement, le premier spectacle qu'on a proposé quand on a rouvert, c'était un concert. Et le premier soir où on a rouvert, d'habitude dans l'équipe, on n'est pas tous là pour un soir de spectacle parce qu'on travaille la journée et on se répartit les soirées en fait. On prend en charge une soirée, un spectacle par semaine pour l'accueil du public et la fermeture après le spectacle, etc. Et là, on était tous là parce que il y avait besoin de plus de monde pour pouvoir respecter les mesures qu'on mettait en place, notamment de placer les gens, de ne pas manipuler d'argent au bar, donc d'ouvrir une caisse spéciale hors du bar pour que les gens en fait qui servent au bar n'aient pas besoin de manipuler la monnaie. Donc voilà, on a mis en place plein de petites choses comme ça qui demandaient qu'on soit plus nombreux lors des soirées. Et donc la première soirée, on s'est retrouvés tous là à ouvrir au public. Et en fait, en vrai, c'était un peu magique. Moi, j'ai eu le trac, c'était marrant. Et vraiment, j'ai eu un moment de nostalgie quoi. À ce moment-là, je me suis dit mais en fait, j'ai retrouvé la sensation de quand je faisais du théâtre quand j'étais comédienne où j'avais ce trac-là avant le spectacle et je me suis dit c'est marrant, maintenant je ne joue plus et pourtant j'ai toujours cette sensation qui m'est familière en plus et qui est toujours étrangère, chaque fois différente, mais qui finalement que je retrouve finalement. Et ça m'a fait du bien et je pense que ça a fait du bien à toute l'équipe et ça a fait du bien aux gens qui étaient là aussi de voir qu'ils pouvaient retourner au spectacle et que nous on était prêts et prêtes à suivre les règles
qui était imposée. Je pense que les gens ont été rassurés aussi de voir qu'on n'y mettait pas de mauvaise foi. C'est-à-dire que on n'a pas rouvert juste pour rouvrir et pour faire plein d'argent. C'était pas du tout ça le truc. Et de toute manière, c'est pas possible. Mais justement, je pense que les gens, ils ont été rassurés de voir qu'on n'enfreignait pas les règles en se disant oui, bon, une ou deux personnes de plus, ça change rien. Que non, nous, on respectait bien ça et que s'ils venaient au spectacle, ils venaient dans des conditions, dans des bonnes conditions sanitaires. Et en fait, l'ambiance, elle a été trop géniale, quoi. Les gens ont bien respecté les règles, bien gardé le masque et tout. Moi, j'avais un peu peur de ça. J'avais un peu peur que, que ce soit un peu festif et que les gens, ils oublient les gestes barrières, par exemple, et que ce soit problématique. En fait, ça n'a pas du tout été le cas. Les gens, ils ont été hyper respectueux des règles, mais aussi du travail que nous, on a fourni pour pouvoir ouvrir nos portes. Et donc, il y a eu vraiment ces deux côtés du déconfinement. Je pense que vraiment, professionnellement, ça a été plutôt positif parce que c'était génial de reprendre de l'activité, quoi. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Et au niveau personnel, je pense que ça a été plus difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont mal vécu le confinement. Moi, je pense qu'au final, ça allait. J'étais pas mal lotie, quoi. Je faisais des trucs qui me plaisaient, mais vraiment, au moment du déconfinement, j'ai eu l'impression qu'on me poussait dans l'océan et qu'on me disait, vas-y, nage, quoi. Et démerde-toi. C'était un peu ça, le truc. Et donc du coup, si j'ai bien compris, la web radio que vous aviez mis en place elle a pris fin avec la fin du confinement. Et c'est pas un projet du coup qui vous a donné envie justement de créer quelque chose comme ça sur le long terme dans votre structure ou de faire plus souvent des émissions radio, des choses comme ça? Alors si, ouais, complètement. En fait, elle a pas pris fin, cette radio. Elle a été pérennisée, au contraire. On en a fait une plateforme de podcast en fait. Parce que on s'est dit que ce qui fonctionnait bien pendant le confinement, c'était le côté 24 heures sur 24 en continu, émission en direct ou pas, etc. Parce que les gens étaient chez eux. À la sortie du confinement, on s'est dit les gens ils vont reprendre un rythme de vie qui va être plus fidèle à celui d'avant, donc ils vont retourner au travail, ils vont pas forcément être chez eux, ils vont pas forcément se dire je vais allumer la radio et je vais écouter ce qui se passe. Ils vont plus être en recherche de choses précises, c'est-à-dire que quand ils vont aller écouter quelque chose, ils vont vraiment chercher à écouter une chose très précise. Et on s'est dit que ça correspondait plus au format podcast. Donc on a créé ça, en fait, on a créé une plateforme sur laquelle on retrouve les choses qui ont été diffusées sur la radio et où on met aussi des choses aujourd'hui où on continue d'enregistrer, par exemple des concerts ou des spectacles qu'on accueille, on continue à les enregistrer. Des fois on les diffuse en direct et des fois on les enregistre et ensuite on les met à disposition sur la plateforme de podcast. Donc c'est un truc qui a été pérennisé, c'est un truc qu'on va sûrement développer un peu plus, on continue à avoir notre événement chaque année, notre événement radiophonique. On va sûrement faire d'autres. Et c'est un truc qu'on a vraiment envie de développer. On a investi là dans du matériel pour pouvoir pérenniser ça et que ce soit justement moins du bricolage. Et on va essayer de se faire coacher un peu par des gens qui connaissent, quoi. Voilà, en fait, c'est pas un truc qu'on a abandonné complètement. Et en même temps, c'est un truc qu'il faut repenser parce que le format radio 24/24 correspondait bien au confinement. Et même pour nous, à tenir aujourd'hui, ce serait pas possible avec notre travail qui a repris et ça reste quelque chose de secondaire, c'est-à-dire que c'est pas notre travail, donc ça reste une passion et malheureusement on n'a pas le temps que ça garde la même forme, mais en même temps c'est pas mal parce que l'imaginer sous forme de podcast, ça permet aussi de nouvelles choses, plein de choses différentes. C'est pas du tout pareil qu'une radio en continu et en direct, donc on va voir aussi ce que ça nous apporte, ce que ça nous propose comme possibilité. Et du coup, est-ce que tu pourrais donner le nom de la plateforme si ça intéresse certaines personnes d'aller écouter peut-être ce qui a été diffusé sur la radio? Et donc, du coup, si j'ai bien compris, vous avez enregistré toutes les émissions et elles sont maintenant disponibles sur cette plateforme, c'est ça? Ouais, alors la plateforme, en fait, c'est sur SoundCloud et ça s'appelle Radio Cavpo. Donc c'est soundcloud.com /Radio Cavpo, tout attaché. Cave comme une cave et po, P-O. Parce qu'en fait, le théâtre dans lequel je travaille s'appelle la Cave Poésie, la Cavpo. Voilà. Et en fait, on n'a pas mis toutes les émissions parce que pour une question de droit aussi, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie que leur création soit disponible et à l'écoute et au téléchargement de manière pérenne. Donc on a mis surtout des archives qu'on possède nous et desquelles on a les droits en fait. Et j'ai une question à laquelle il est peut-être difficile de répondre comme tu l'as déjà un peu dit avant, mais est-ce que tu sais un peu comment tu imagines l'avenir du théâtre dans lequel tu travailles ou même l'avenir du théâtre et de la culture de manière générale? Parce que, comme tu dis, c'est assez dur de se projeter en ce moment, que ce soit dans le domaine professionnel ou même dans le domaine personnel. Enfin, on sait pas si on va être reconfiné, tout ça. Mais du coup, voilà. Est-ce que tu as une idée un petit peu de comment ça va évoluer? Est-ce que vous savez combien de temps vous devez faire attention aux normes sanitaires? Enfin, voilà. Pour préparer la nouvelle saison, à quoi vous réfléchissez en fait?
Alors dans le visage concret, vraiment très concret qu'aura la saison, honnêtement, je sais pas. On n'a pas plus d'infos que tout le grand public. On ne sait pas du tout s'il va y avoir de nouvelles restrictions ou pas, un nouveau confinement ou pas, si on va pouvoir continuer à rester ouvert ou pas. Donc en fait, on attend des infos. En attendant, on essaye de quand même créer une saison qui ressemble à quelque chose et en même temps de se tenir prêt et prête. Si jamais il y a des choses à changer au dernier moment, si jamais on essaye d'être prêt pour l'imprévu. Moi, ce qui me pose plus question, ça va être plutôt le visage du théâtre en fait au sens large. C'est-à-dire que on a bien vu le problème, c'était le rassemblement et le théâtre en fait, c'est le rassemblement. Il y a théâtre là où il y a rassemblement. Et du coup, moi, ça me pose question, cette histoire de rassemblement, cette histoire de frontalité, d'avoir le public qui est un groupe et qui est face aux artistes. Moi, je me questionne sur cette forme beaucoup, sur les salles fermées aussi, parce que comme le rassemblement, il y a un autre grand problème qui est posé aujourd'hui par le théâtre, c'est les salles fermées, les salles confinées en fait. Et donc voilà, moi, je me questionne beaucoup sur l'importance que vont prendre les arts de la rue, par exemple. Je suis intimement convaincue que l'avenir du théâtre, il est dans la rue, il est dans l'espace public. Et moi, en plus, qui écrit mon mémoire là-dessus, c'est vraiment un truc tous les jours, je me pose la question, quoi. Mais quel est l'avenir, en fait, de cet art que moi je défends et puis qu'avec mes pairs, je défends. Et en fait, je pense que tout ça va vraiment remettre en question la manière dont on crée du théâtre et des arts de la scène. Et je pense que ça va plus être trop possible de faire des gros rassemblements dans les salles fermées pendant un moment. Et en même temps, ça semble restrictif comme ça, parce que le théâtre c'est un groupe dans une salle fermée, donc on se dit si on peut plus le faire, en fait il y a plus de théâtre. Mais non, je pense pas. Je pense vraiment que il y a de quoi vraiment réimaginer des trucs et réactualiser des trucs et en fait ça va nous permettre une liberté de création, de se rendre compte des limites en fait qu'on a, des nouvelles limites qu'on a. Ça va nous permettre de jeter un nouveau regard sur ce qu'on fait et ça a pas de prix. Et j'ai hâte qu'il y ait de nouvelles formes qui se créent. On voit plein de choses intéressantes, par exemple toutes les pièces qui ont été adaptées par visioconférence. On aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas forcément d'accord en général. C'est-à-dire que pour moi, ça a pas trop de sens d'adapter une pièce de théâtre qui a été faite pour le théâtre par visioconférence, parce que du coup, elle n'utilise plus les mêmes canaux et le même médium. Mais par contre, créer une nouvelle pièce via ce médium-là, c'est-à-dire de ne pas en fait transposer simplement une pièce de théâtre dans une visioconférence, mais de vraiment questionner le fond et la forme en même temps. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a des formes de spectacles, en fait, qui sont nées grâce au confinement, finalement, grâce à la distance et à la distanciation forcée, qui sont fascinantes. Il y a aussi des choses qui sont pensées, pas encore trop en France, mais beaucoup dans les pays étrangers, mais sur le drive-in, des spectacles en drive-in. Alors encore une fois, transposer un spectacle pour le théâtre dans un parking avec juste des gens qui regardent, moi je trouve pas ça très très intéressant, parce que c'est juste détourner le problème. Par contre, questionner la forme du théâtre par rapport au médium et dire on va créer quelque chose pour du drive-in, et du coup oui, en fait la forme va influencer le fond. Et inversement, là, pour moi, il y a une vraie réflexion artistique et esthétique, et là, ça devient intéressant, quoi. Et on n'est plus dans l'évitement du problème, on est dans la prise de possession du problème et dans dire, en fait, le problème, c'est plus un problème. C'est quelque chose qui va me permettre de créer des nouvelles choses qui sont incroyables, quoi. Il y a plein de formes comme ça qui sont possibles. Là, j'en cite 2, mais il y en a des milliards. Il y a des milliards de choses possibles. Il y a la radio. On en a parlé, pendant 1000 ans tout à l'heure, mais la radio, c'est une de ces choses-là. Pareil, transposer, diffuser une archive. Moi, je trouve ça chouette de diffuser des archives. Mais les moments de grâce qu'il y a eu à la radio sur Radio Cafpo, c'était quand il y a des artistes qui ont pris possession de ce médium-là et qui ont dit, en fait, je vais écrire et performer un truc pour la radio. Et c'est ça qui était incroyable, quoi. Donc, pour le coup, l'avenir des structures culturelles, je sais pas trop. C'est assez flou. Et malheureusement, on n'a pas assez d'infos pour pouvoir se projeter. Mais voilà, je pense que ça nous permet de questionner en tout cas ce qu'on fait, de poser un nouveau regard dessus, de bouger nos limites aussi, de se dire ça c'est plus possible, mais du coup on va inventer des nouveaux trucs pour que ça soit quand même possible, quoi. Peut-être que finalement ce confinement aura eu du bon pour le domaine artistique et que ça va pousser à de nouvelles formes de création, une évolution plus rapide de la chose. Qui sait? C'est vrai que c'est assez excitant dans un sens de penser à ça et de se dire que peut-être que dans quelques années il y aura plein de nouvelles choses et que ça ressemblera, certainement que ça ressemblera pas du tout à ce qu'on a connu avant, mais c'est vrai que c'est assez intéressant d'imaginer la chose et
Et on pourra le comparer dans quelques années peut-être avec ce que c'est vraiment devenu. Et du coup, je me demandais aussi, qu'est-ce que tu retiens de cette période de confinement ? Quelles sont d'après toi les leçons à tirer, que ce soit personnellement ou professionnellement, professionnellement et collectivement aussi, de toute cette expérience ? C'est une question hyper dure. Qu'est-ce que j'en ai retiré ? Moi, il y a un truc qui m'a un peu saoulée en fait pendant le confinement au niveau personnel, hein. Mais bon, finalement au niveau aussi collectif, c'est que il y a eu une espèce de boom comme ça on se passe des coups de téléphone, on se fait des visios et tout. Et moi, c'est pas du tout un truc que je fais d'habitude. Enfin, j'envoie pas mal de textos, j'appelle ma mère, j'appelle mon père et j'appelle 2-3 de mes potes, mais je passe pas mon temps au téléphone, je fais pas des visios avec mes potes de Lyon alors que je suis à Toulouse, ça m'arrive jamais. Et là, pendant le confinement, tout à coup, c'était devenu, si ce n'est la norme, en tout cas, c'était devenu quelque chose de nécessaire, quoi, pour tout le monde. Et je me suis retrouvée à skyper des gens que je skype jamais et à qui j'envoie même jamais de textos ou dont j'ai jamais de nouvelles, que j'adore, hein, des gens que j'adore, mais avec qui j'ai pas l'habitude d'échanger tous les jours. Et ça m'a un peu saoulée, cette espèce d'hypocrisie un peu tout le monde s'inquiète pour tout le monde et du coup je t'appelle pour prendre de tes nouvelles et parce que en même temps j'ai rien d'autre à foutre. Et je pense qu'on s'inquiétait pas pour les bonnes personnes. Il y a plein de fois où moi les gens ils m'appelaient, c'est très sympa, mais moi il y a pas de souci, je le vis pas mal, quoi. Appelle tes grands-parents, appelle ta grand-mère qui est toute seule, appelle ton père qui est tout seul. Enfin, il y avait un truc comme ça, c'était devenu une espèce de nouvelle norme sociale et qui était tout aussi aliénante que plein d'autres en fait, et qui moi m'a vachement pesé. Et je retire la leçon que franchement les normes sociales elles naissent et elles disparaissent comme ça et il faut pas s'y fier, quoi. Enfin vraiment, moi j'ai eu la sensation qu'on me l'imposait, mais du jour au lendemain, quoi. Je sais pas si ça répond trop à ta question, mais en tout cas, les autres leçons que j'ai retirées, ça revient à ce que je disais. Je pense que il faut rester flexible. Enfin, il y a un truc comme ça si ça s'est bien passé pour moi, en général, c'est parce que j'étais ouverte à l'imprévu et que, en fait, je crois que j'ai senti que je rentrais dans une période où on n'allait plus être sûr de rien et où je me suis dit, ok, du coup, je prends pas de décision et on voit ce qui vient, quoi. Et la dernière leçon, je pense la plus importante que j'ai apprise, quoi, pendant le confinement, c'est que les restrictions, les limites, qu'on se les impose à soi-même ou qu'elles soient imposées par un tiers ou par quelque chose d'extérieur, elles permettent la création et la créativité. Et en fait, le fait qu'on soit confiné, ça nous a permis de créer la radio. Le fait qu'aujourd'hui on puisse plus se rassembler, ça nous permet d'imaginer des nouvelles formes de rassemblement qui sont pas forcément physiques. Voilà, je pense que il y a ce truc-là qu'il faut pas oublier, c'est-à-dire que la limite, ça veut pas dire la fin de la créativité, ça veut dire le déplacement en fait. Faire un pas de côté et se dire finalement je vais regarder de l'autre côté, voir comment ça se passe, quoi. Après, encore une fois, c'est les leçons que moi j'ai apprises, mais je trouve qu'ils sont en complet décalage par rapport à ce qui s'est passé vraiment pendant le confinement. Là, je parle de mon microcosme qui s'est créé, mais il s'est passé des choses tellement géantes et tellement terribles pendant ce confinement et encore aujourd'hui, de toutes les personnes qui sont malades, et je trouve ça dérisoire finalement ce que je dis maintenant, les leçons que j'ai apprises, comme si c'était génial, alors que c'est à une échelle tellement petite par rapport à tout ce qu'il faudrait régler comme problème. Et je pense que ça, il faut pas l'oublier aussi. Enfin, faut pas se centrer sur soi-même. Et là, c'était difficile parce que quand on est enfermé, forcément, on se questionne sur soi, puis on reste chez soi et on pense à soi. Et c'est normal et en même temps, c'est bien parce qu'il faut se donner ce temps-là. Mais il faut pas oublier les autres, même s'ils sont loin et même si ce qui se passe, ça nous paraît loin. Si, ça répond très bien à ma question, ne t'inquiète pas. Et je trouve ça assez marrant d'ailleurs, ce paradoxe dans ta réponse, justement, en disant que ça t'a appris plein de choses dans le domaine créatif et tout ça, et que t'as trouvé ça un petit peu lourd, la nouvelle norme de faire des visios avec des gens que tu voyais pas trop et tout, et après de dire que justement il fallait pas penser qu'à soi et penser aux autres et élargir la façon de penser par rapport à pas forcément ce qu'on a vécu nous, mais par rapport à ce que la globalité de la société, que ce soit française d'ailleurs ou internationale, a vécu. Enfin, c'est assez marrant, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir ce paradoxe de justement s'être beaucoup recentré sur nous-mêmes pendant le confinement, parce que comme tu dis, on est seul, et en même temps essayer de ne pas oublier que tout ce qui s'est passé, c'est pas juste nous qui l'avons vécu, quoi, c'est tout le monde. Donc c'est vrai que c'est une période assez difficile, je pense, à appréhender, même maintenant, presque 3 mois après le déconfinement, quoi. Et enfin, du coup, est-ce que tu as des projets pour la suite, que ce soit professionnel, personnel? Qu'est-ce que tu vas faire dans les prochains mois, les prochaines années? Ouais, j'ai grave de projets, j'ai toujours grave de projets, je reprends mes études, comme je le disais au début, j'ai fait des études d'art plastique et là cette année je reprends des études en art du spectacle pour finir en fait mon cursus que j'avais pas terminé.
Enfin, que j'avais pas terminé, que j'avais pas mené jusqu'au bac+5, j'ai envie de dire, parce que bon, on termine ses études quand on décide de les terminer, hein. Et puis donc il y a déjà ça qui va me prendre pas mal de temps. Et puis projet un peu plus personnel, j'apprends à faire du vélo. Ça paraît dérisoire, mais c'est un projet comme un autre. Et donc bientôt je serai un as du vélo. Voilà, c'est déjà 2 projets qui vont être pas mal dans les mois à venir. Dédicace à Thomas d'ailleurs, mon super prof de vélo. Super. Eh ben, merci beaucoup d'avoir partagé ces projets avec nous et j'espère qu'ils vont être fructueux très rapidement. Surtout l'apprentissage du vélo. Et du coup, pour terminer, ma dernière question, ça sera ta musique de confinement, du coup, comme je demande à tous les autres invités. Ah, ma musique de confinement, c'est Les Feuilles Mortes de Jacques Prévert, interprétée par Yves Montand, simplement parce que c'est une très belle chanson que j'adore. Et merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour le temps que tu viens de m'accorder. Toutes ces questions, c'était hyper chouette et hyper intéressant. Bah, merci surtout à toi d'avoir accepté et même proposé de participer à un épisode du podcast. C'est super cool et en plus, t'es la première invitée qui parle de toutes ces questions et ces questionnements dans le domaine culturel. Donc, c'était vraiment super intéressant et merci de nous avoir accordé tout ce temps.